L'humanité est déchirée. Alors que l'Exode, composé de plusieurs millions de personnes, vogue au travers de la mystérieuse déchirure du temps et de l'espace que l'on nomme la page de Magellan, sur Materwan, la planète d'origine, une lutte de pouvoir féroce oppose le contre-amiral Pophéus à Monsieur R pour le poste de chancelier suprême, sur fond de guerre entre les services de sécurité et l'organisation terroriste connue sous le nom des mutualistes. Le transporteur emmenant Philgood, Adenor Kirishi, Mumumba Arlington et le puissant mental Fabio Uli a été happé dans un vortex pour se retrouver dans une autre dimension. Face à eux, le Positron, un vaisseau d'exploration de légende, et son célèbre commandant, le capitaine Magellan. Mais celui-ci ne poursuivait qu'un seul but, emmener Phil, Fabio et Adenor à la rencontre des êtres qui prodiguent les pouvoirs des manteaux, dont Fabio Uli. Raid Universe, chapitre 17. Circus. Bonjour à tous, vous êtes sur X1 Media et c'est Edma Hossein en direct du transporteur numéro 1 pour votre édition d'actualité. Voici les titres. Transporteur numéro 3. Le drame absolu qui a frappé nos compatriotes est désormais passé de la stupéfaction à l'inquiétude. Et si nous étions les suivants ? En l'absence de réponse claire, toute l'équipe réduite s'est mise en action pour trouver une réponse à cette question existentielle. Ce sujet recouvrira la quasi-totalité de l'émission pour des raisons évidentes. Seul autre sujet traité ce soir, l'évolution sensible de ce que l'on a appelé la Philéadenormania vers une religion à part entière. Leurs adeptes soutiennent mordicus que leurs héros ne sont pas morts, ils auraient juste changé d'état pour mieux préparer leur retour. Un reportage de Rapski Benkus. Commençons donc par le sujet principal, celui de notre survie. Rendez-vous juste après cette parenthèse. Il y a les repas normaux et les repas avec les légumes Waterwave. Encore. Waterwave, les fruits et légumes réhydratés à la fraîcheur même de la récolte. Retour dans X1 Media. L'Exode dans son intégralité a vécu, il y a maintenant une douzaine d'heures, un des pires événements de l'histoire spatiale. Faut-il rappeler les chiffres ? Près d'un demi-million d'âmes, un exodé sur 7, 400 000 tonnes de matériel divers et de frais, le cargo géant de la classe Goliath, connu sous le nom de transporteur numéro 3, s'est littéralement volatilisé lors d'une distorsion de l'espace-temps dans la passe de Magellan. Et aucune explication crédible n'est venue donner, sinon un sens, au moins une logique à cette horreur. Car oui, nous parlons bien d'horreur ici. Même le naufrage du Lusania, ce célèbre croiseur de plaisance qui termina sa carrière dans les régions de Vegas 4, ne comptabilisait que 150 000 disparus. Et c'était il y a plus de 200 ans. On pensait que les drames de cette ampleur faisaient définitivement partie du passé. Nous faisions erreur. Personnellement, j'ignore même comment cela sera annoncé au reste de l'Exode qui, comble de l'abomination, ne sera mis au courant qu'à notre regroupement final après la traversée de la passe, dans 2 semaines maintenant, si tout va bien. Les pleurs n'en ont donc pas encore fini de résonner dans les coursives. Mais justement, et si tout n'allait pas bien, on ne comprend pas ce qui est arrivé au transporteur numéro 3. Pourquoi donc cela ne se reproduirait-il pas pour notre propre transporteur ? La réaction des autorités ne s'est malheureusement pas fait attendre. Voici, il y a 2 heures, un extrait de la conférence de presse extraordinaire organisée par le général Décembre. Celui-ci quittait une interminable réunion de crise à huis clos, entouré de spécialistes en tout genre. Messieurs, dames, je m'exprime devant vous alors que l'heure est grave. Vous n'êtes pas sans savoir le drame qui nous touche tous. Le transporteur numéro 3 a disparu dans les méandres des dimensions de la passe de Magellan ce matin à 10h04. J'étais personnellement en contact avec le colonel Arlington lorsque le vaisseau a débordé de son assiette.
Je ne vous décrirai pas tous les événements, sachez seulement que ce fut rapide, très rapide. Nous suivions alors les prémices de l'incident avec toute l'assiduité possible depuis une quarantaine de minutes, dès que les rapports des censeurs ont révélé les premières anomalies spatio-temporelles. Ils sont morts sous nos yeux, c'est quelque chose d'assez bouleversant. Vous me voyez ici, à la sortie d'une réunion avec tous les spécialistes et responsables de notre transporteur qui tentent encore maintenant de trouver une solution et une explication rationnelle à ce qui est arrivé. Bien. Avant d'aller plus loin, sachez que je déclare immédiatement l'état d'urgence à bord de ce vaisseau. Un couvre-feu va être... Messieurs, dames, je vous demande de conserver votre calme. Cette mesure est justement prise pour éviter tout mouvement de panique. Donc, en plus du couvre-feu, les déplacements seront réglementés. La distribution de vivres et d'eau sera placée sous contrôle militaire et tous les lieux considérés comme importants seront sévèrement surveillés. Cela regroupe les fonctions essentielles du transporteur, les zones de forte densité de population et les lieux de culte ou de regroupement. J'ai déjà donné mes ordres aux milices et aux soldats présents sur le vaisseau. Non, pas de séance de questions pour l'instant. Vous serez avertis pour le prochain point de presse. Messieurs, dames, merci. C'était donc l'intervention de notre commandant, le général Décembre. J'ignore si fermer les caches suffira à nous éviter le destin de nos malheureux compatriotes, mais désormais, il ne reste plus que la petite lucarne pour vous tenir informés. Et c'est justement le rôle d'X1 Media. Une page de publicité et nous revenons juste après. Lorsque l'homme revient vers ses vraies racines, la musique en est une voix. Venez apprendre à jouer aux divers instruments du centre culturel du transporteur numéro 1. Retour dans notre édition du soir. Si le commandant de notre transporteur s'est empressé de décréter l'état d'urgence, c'est pour deux raisons. La première, nous en parlons depuis quelques minutes, c'est que l'on ignore totalement ce qui risque de nous arriver dans les prochaines heures. La seconde est officiellement liée à un possible mouvement de panique, probablement dû à cette ferveur nouvelle qui étreint les cœurs de nos compatriotes et qui, à tort ou à raison, inquiète le commandement au plus haut point. Un reportage de Rapski Benkus. Nous sommes en ce moment dans un des nombreux lieux de réunion du culte dédié à Feelgood et à Adenor Kerishi. Je parle volontairement tout bas pour éviter de perturber les adeptes. Comme vous pouvez le voir, les gens se font discrets. Surtout depuis l'annonce, il y a quelques dizaines de minutes, au moment où je vous parle, de l'instauration de l'état d'urgence à bord du transporteur. Nous sommes tout de même parvenus à interviewer quelques fidèles qui, vous le comprendrez, ont préféré conserver l'anonymat. Leurs visages ont donc été floutés et leurs voix déformées. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites ici ? Je prie Sainte Adenor de veiller sur ma famille d'ici sans retour. Elle fut une femme parmi les femmes avant de partir dans sa quête, et je suis certaine qu'elle reviendra nous protéger comme une mère. Excusez-moi, mes enfants m'attendent. Pardon monsieur, quelques mots pour X1 Media. Comment se fait-il que deux personnes, certes plutôt médiatiques, puissent devenir du jour au lendemain des icônes religieuses ? Vous ne comprenez pas, vous les médias, vous les avez découverts carrément avant, mais ils sont parmi nous depuis longtemps. Je me suis renseigné, vous savez, pensez que tous deux ont tenu tête au commandant Benkana, survécu à plusieurs attentats, eu un rôle prominent lors de l'arrestation des pirates sur Maman Lolo. Et je sais de sources sûres qu'ils ont pris part à la révolution castique, et pas qu'un peu. Mais cela fait-il pour autant d'eux des êtres au-dessus du commun des mortels ? Pour nous ici, oui. Pour vous, c'est en ce moment que vous devez observer et comprendre. Le retour est proche, et vous verrez bien. Tout le monde verra bien. Tout le monde sera obligé de voir ce qu'ils sont vraiment. C'est maintenant. Bonjour madame, vous avez sûrement traversé de nombreuses époques et pourtant il semble qu'aujourd'hui vous adhériez à la religion naissante de Phil et Adenor. Mon petit garçon, je ne suis pas celle que vous croyez. Je suis une octote. Ma religion est plus ancienne que vous, vos spectateurs ne pouvaient l'imaginer. Oh, enchanté doublement madame. Pourtant, l'image que l'on a des octotes est plutôt celle de... personnes prenant des substances en attendant un prophète. Que faites-vous donc là ? Petit insolent, sachez qu'il est devenu évident à nombre d'entre nous que Phil et Adenor sont notre réponse. Nous débattons de savoir qui de l'un ou de l'autre ou des deux est celui que nous attendions. Et la communauté octote ne se sert de la lamprasine que pour... Ministre du Transporteur, cette réunion est illégale envers
Ça y est, mon petit garçon. Nous avons déjà connu cela par le passé. Nous, les Octotes. Et ça recommence. Je vous laisse. Phil et Adenor vous gardent. En quelques minutes, le lieu fut vidé de tout occupant, le propriétaire du local soumis à de fortes amendes et des scellés placés sur les ouvertures. Il semble que le commandement du transporteur ait décidé d'entamer un bras de fer avec les adeptes de ce qui est désormais une religion. Réussira-t-il son pari ? C'était Rapski Benkous depuis la cité intérieure. Comme si la destruction du transporteur numéro 3 ne suffisait pas, est-ce que nous voici à l'aube d'une nouvelle persécution religieuse ? Notre émission se termine, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour notre prochain bulletin d'information. A très bientôt, c'était Ted Mausen en direct du plateau d'X1 Media sur le transporteur numéro 1. Je vous écoute, Cario. J'aimerais de bonnes nouvelles pour une fois. Et j'ai quelque chose pour vous, monsieur. Regardez ceci. Le capitaine Carillo désigna une zone grosse comme une orange sur l'écran table qui se dressait entre lui et le colonel Momomba Arlington. La totalité de la surface d'affichage était monopolisée par le positron, le légendaire appareil du capitaine Magellan, pionnier de l'exploration spatiale. On avait extirpé des bases de données du vaisseau tout ce qu'il était possible de savoir sur le célèbre vaisseau, et concentré cette profusion d'informations ici même, dans le serveur central du centre de commandement du transporteur. Une simple pression sur un point du schéma provoquait son agrandissement et l'apparition d'une série de cotes en tout genre. Difficile de faire une présentation plus claire. Arlington laissa son regard naviguer le long des fines lignes bleues. Un bien beau modèle que cette classe Pélican. Cette série de vaisseaux d'exploration présentait des courbes beaucoup plus esthétiques que les vaisseaux actuels. D'aucuns parleraient maintenant d'un style baroque. Plutôt petit, sans comparaison possible avec les transporteurs de l'Atlas Goliath. Il hébergeait un équipage réduit à 16 personnes maximum, incluant le capitaine. Au cœur de l'engin, la salle de la première génération du quadrilleur spatio-temporel qui nécessitait à elle seule un tiers de l'équipe entre son exploitation et son entretien. C'était suite à son invention que l'idée de quadriller l'univers avait émergé dans l'esprit des élites d'alors, et l'Atlas Pélican en était l'aboutissement. Un propulseur au lithium d'un bon rendement, un imposant compresseur dimensionnel plutôt efficace compte tenu des technologies de l'époque, le robuste petit appareil était taillé pour constituer la flottille qui sillonna l'univers connu durant presque un siècle. Une conception simple et solide. Tout l'esprit de son époque en quelque sorte. Oui, justement, une autre époque. Le regard d'Arlington se reporta sur l'endroit de la carte indiqué par son second. L'index de Carillo était posé sur une zone à la fois floue et opaque, où même les courbes ne s'y dessinaient pas naturellement. Elles y étaient comme corrompues, tordues. Le colonel s'approcha, supposant un problème d'optique dû à la fatigue accumulée. Mais non. Le serveur est endommagé ? Absolument pas, monsieur. Ceci est le meilleur résultat que tous les senseurs et radars à notre disposition ont pu nous fournir. Je précise d'ailleurs que seules les biosignatures et quelques signaux radars ont été un peu parlants. Le reste ne signalait strictement aucune activité. D'accord, mais pourquoi le schéma est-il tendu ? Aucune idée. C'est le radar à ondes courtes qui a fourni cette information. Le résumé des analyses donne ceci. Nous sommes en présence d'une multitude de signatures énergétiques, compatibles avec la vie, elle-même au cœur d'une distorsion dimensionnelle. Laissez-moi deviner. Quelque chose de semblable à ce qui nous a amenés ici ? Ah, difficile d'être catégorique, mon colonel, mais c'est très plausible en effet. Le lieutenant Gould lui avait parlé d'une étape dans la compréhension du phénomène, et de Magellan les invitant à trouver des réponses à bord. La boucle se refermait maintenant de manière presque trop évidente. Un très vieil officier, inexplicablement vivant, associé d'une manière ou d'une autre à quelqu'un ou quelque chose capable de créer des ponts entre les dimensions. Un peu tiré par les cheveux, mais au moins cette théorie recoupait tous les événements. Restait à savoir le pourquoi. Et puis, ce quelque chose, c'était quoi ? Une estimation du nombre ou du genre de signature ? À quoi avons-nous affaire ? L'autre se pinçait les lèvres, visiblement hésitant sur la réponse. Momomba releva la tête, croisant le regard de son second. Celui-ci avala sa salive et répondit, aussi posément que possible.
L'analyse de l'ordinateur donne 10 puissance 16 signatures, mon colonel. Arlington écarquilla les yeux, n'arrivant même pas à concevoir le chiffre. Le blanc, partout. Mais autre chose également. Fabio ne pouvait s'empêcher d'apprécier la vision d'un monde aux valeurs inversées. Le noir y était lumière, le blanc, l'obscurité. Quelque part, n'était-ce pas parfois le réel ordre d'une société humaine? Il se tenait aux côtés de Feelgood et d'Adenor Kerishi, assez proche également du capitaine Magellan pour sentir les relents de transpiration émanant de l'ouverture de son gros scaphandre. Tous suivaient les pérégrinations de la silhouette d'un Monsieur Loyal caricatural, qui voltigeait, mimait et hurlait des élucubrations incompréhensibles sur une piste de cirque dessinée, esquissée plutôt, à grands reflets de noirceur sur un blanc immaculé. Cette scène burlesque n'était que l'aboutissement d'un long périple qui avait commencé lorsque leur transporteur fut absorbé par un vortex à l'intérieur même de la base de Magellan. Celle-ci portait le nom de l'officier supérieur du premier vaisseau à s'y plonger, pour ne jamais en revenir, le capitaine Magellan, son voisin d'estrade. Et pourtant, l'histoire remontait maintenant à plus de 5 siècles. Sans en connaître la finalité, Fabio, le mental le plus puissant connu, avait pu déduire certaines pièces du puzzle. Les petits êtres translucides qui donnaient leur pouvoir au manteau étaient derrière tout ce stratagème. Il l'avait amené ici, ainsi que ses voisins, dans le but qu'ils puissent, grâce à ses facultés, leur permettre d'apparaître dans cette autre dimension, à l'intérieur du positron. Le vaisseau légendaire de Magellan semblait être le point de rendez-vous choisi par les êtres pour le premier contact direct avec les humains. Comme si cela n'était pas assez complexe, toute cette suite d'événements était ponctuée de références improbables aux aspects délirants. Que dire de ce monde noir et blanc inversé, de cette soi-disant piste de cirque éclairée de lumière noire par une clé à molette boursouflée jouant le rôle d'un projecteur? Elle-même résultait de l'agglomération de milliards de petits êtres translucides qui s'étaient jetés les uns contre les autres, se compressant de manière improbable en cette forme qui n'était pas inconnue à Fabio. Il s'agissait du dernier être l'ayant accompagné ces derniers jours. Dire que, naïvement, il le pensait son ami il y a encore quelques heures. Bref, tout naviguait dans un surnaturel grotesque et incompréhensible, où le fait de souffrir les hurlements fous d'une silhouette ricanante n'était qu'une facette parmi d'autres. L'individu fit soudain une pause dans ses acrobaties, comme s'il avait suivi les réflexions du mental blond, et attendait la fin. Il prit une nouvelle pose théâtrale, levant bien haut son bras libre, pour ensuite le tendre vers ce qui devait être l'entrée de la piste. Elle prenait forme d'un espace séparant les deux grosses colonnes que l'on devinait décorées de moulures et autres masques sculptés en bas-relief. Enfin, d'après ce que la lumière noire nous en laissait deviner, car cette dernière ne se focalisait jamais plus d'une seconde sur une position, rendant impossible une vision précise de la scène. Hurla Loyal en se courbant en deux. L'omniprésent orgue de barbarie reprit soudain de plus belle, alors que des visions à la limite du cauchemar pénétrèrent sur la piste au rythme de la musique. Pouvait-on appeler ces choses des animaux? Peut-être des caricatures animales ou des simulacres de créatures, mais elles provoquaient bien plus la peur que l'attendrissement. « Mais c'est un tigre rouge, ma parole !» s'extasia Magellan, tel un enfant. Apparemment, l'officier n'avait plus vu de tigre rouge depuis bien longtemps. Ceux-ci avaient normalement des yeux plus petits et placés au bon endroit du visage. Ici, l'un d'eux sortait par la bouche, collé sur la langue. Seule la couleur rougeâtre, visible par une légère teinte de cuir de l'animal sous la lumière noire, faisait penser à l'espèce originale. Le félin s'avançait doucement, poussant des feulements muets, comme s'il ne pouvait pas produire de son. Venait-il de dire un éléphant melotte? Fabio plissa les yeux, tentant de faire coïncider ce qu'il savait sur cette espèce sur la forme se glissant dans l'entrée. Le mastodonte passait tout juste. Malgré une seconde trompe incomplète sortant de l'oreille et une incompréhensible sorte de palmier en place de queue, la forme générale et la couleur bleu-gris rappelaient effectivement l'éléphant melotte. Intéressant. Donc le son de crécelle éructant de la bouche de Monsieur Loyal se voulait une tentative de communiquer dans notre langage. Bon Dieu, tu vas arrêter de faire tout ce bruit?
Regarde et profite du spectacle plutôt. En tout cas, moi, j'ai pas souvent l'occasion de m'amuser, alors je veux du silence dans la salle. Je pensais simplement, capitaine. Vous devriez apprendre à focaliser votre attention, cela aide beaucoup. Ouais, c'est que... Il ne poursuivit pas. De toute façon, il était clair que Magellan n'était pas habitué aux techniques mentales. Encore une information utile. On ne s'improvisait pas expert de cet art physique si facilement. N'est-ce pas, capitaine ? L'autre ronchonna en quelques mots grossiers inaudibles, puis ouvrit grand les yeux, tendant soudain ses 2 index vers le plafond. Tous levèrent la tête. Des petites flèches noires traversaient la voûte, comme des chauves-souris pénétrant une nouvelle cavité et avides de l'explorer. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ne put s'empêcher de demander Phil, serrant la main de sa compagne. Ce qui fit tout sauter Fabio et faire éclater Magellan d'un grand rire. Quoi ? Mais... Chérie, qu'a-t-elle dit ? Disons qu'elle sera heureuse que vous vous retrouviez. Ta manière de demander les choses lui plaît beaucoup. Voilà. Le lieutenant regarda la femme qu'il aimait. Les yeux de celle-ci étaient rieurs. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était plus montrée sous ce jour-là. Elle a aussi ajouté qu'il s'agissait de 2 voltigeurs. Ce qui est juste. Capitaine, vous écoutez les pensées de tout le monde ? Comment ? Rugissant en même temps, les 2 amoureux fixèrent l'officier. Le gros bonhomme en fut distrait de sa contemplation des trapézistes qui sillonnaient l'espace au-dessus d'eux. Il sourit bêtement, n'ayant visiblement pas de réponse toute faite à fournir. Fabio décida de suspendre momentanément son accusation. Ne vous inquiétez pas tous les deux, ce n'est que momentané. Ah, il semblerait que nous ne soyons pas encore au bout de nos surprises. Regardez le sol de la piste. Effectivement, une ligne droite creusait la surface meuble, sablonneuse peut-être, de part et d'autre de la piste. Les 2 tracés se joignirent entre les jambes de Monsieur Loyal, qui suivait l'opération avec un grand intérêt. Celui-ci hurla de plus belle. Puis il repartit dans un rire dément. Oui, c'est parti, murmura Fabio dans un petit sourire énigmatique. Les trapézistes se laissèrent descendre avec leur balançoire jusque sur la piste. Bras et jambes étirés, la courbe des corps tendus à l'extrême donnait l'illusion de 2 flèches vivantes pointant vers le groupe d'animaux. À cette distance, on pouvait mieux les détailler. Habillés en costume à damier noir et blanc, leur apparence était proprement fantomatique, se perdant dans l'environnement général aux valeurs semblables. L'un portait un bonnet en pique, tandis que celui de l'autre était étiré en largeur. C'était leur seule et unique différence, un peu comme si l'on avait voulu nous décrire des frères de race. Une autre différence, ils se repoussaient et ne s'appréciaient visiblement pas. Dès qu'ils eurent touché le sol sablonneux, ils s'éloignèrent l'un de l'autre, puis se jetèrent en direction des animaux. Mais, ô surprise, ils ne purent franchir la ligne tracée dans le sol. Par des gestes successifs mimés, ils simulèrent un mur invisible, une surface de verre infranchissable qui les empêchait de passer. De l'autre côté, les animaux étaient intrigués par ce manège et tentèrent également de traverser la frontière invisible. L'éléphant melotte donnait des coups de tête pour forcer le passage, tandis qu'à coups de griffes acérées, le tigre rouge tentait de s'ouvrir une impossible brèche. Mais malgré leurs efforts, rien n'y faisait, le mur restait infranchissable. Tout d'abord en plein ouvrage, les 2 acrobates se figèrent, observant les animaux. Ils étaient littéralement en admiration, un peu comme si la force primaire des bêtes recelait une quelconque magie attractive. Aucun doute, les 2 personnages en noir et blanc posaient en extase, du moins selon l'interprétation que l'on pouvait avoir du jeu de mime. Hurla Monsieur Loyal, pointant de nouveau un doigt vers le plafond, faussement surpris. Il jeta même un clin d'œil vers son public, ce qui fit battre des mains le capitaine Magellan. Yadon Phil ne put s'empêcher de croiser le regard de ses 2 voisins. Les siècles passés avaient-ils entraîné une sorte de régression mentale chez le capitaine ? Espèce de nabo, va. Fais suivre ce qui se passe plutôt que m'insulter. Garde donc la beauté et la grâce là-haut. Grogna-t-il à l'intention du lieutenant, mais également à celle de tous les autres participants. Ne voulant visiblement plus perdre de temps avec eux, il se replongea dans le spectacle.
Fabio se surprit à comparer l'expression de l'officier à de l'amour, et ce fut en dirigeant son attention vers la voûte qu'il en saisit la raison. Une nouvelle trapéziste entrait en lice, entourée d'un nuage de rubans et autres bandes soyeuses de tissu flottant dans l'éther environnant. Pas de doute sur sa féminité, ses formes généreuses étaient clairement mises en valeur, quitte à paraître un peu vulgaire. Fabio sourit de nouveau en coin. « Alors, capitaine, connaissez-vous donc cette jeune dame enveloppée ?» L'autre grogna, mais ne quitta pas des yeux la nymphe. Ils formeraient un beau couple si c'était le cas, et cela expliquerait comment l'officier du positron n'était pas devenu fou avec le temps. Offrir un partenaire sentimental était utilisé depuis l'aube des temps pour garder une personne tranquille. Magellan regarda sèchement le mental, ne perdant visiblement pas une miette des pensées du jeune homme. Mais il ne prononça pas un mot, rien qu'un nouveau grognement, puis se replongea dans l'admiration de la belle, dont le trapèze, descendu à quelques mètres de la piste, commençait à se balancer d'avant en arrière. Inversant sa position en se tenant par les jambes, elle tendit les bras vers le sol, une pose acrobatique célèbre chez les artistes de cirque. Tous les participants l'observèrent quelques secondes, puis les deux trapézistes au sol tendirent leurs mains, s'étirant le plus possible pour s'accrocher à celles en suspension au-dessus d'eux. Elle peut traverser la ligne de débarcation !» s'écria Phil. Le lieutenant commençait lui aussi à saisir le sens de ce qu'on leur montrait. Fabio ne fut d'ailleurs pas surpris de voir Monsieur Loyal se précipiter avec un balai disproportionné et donner de grands coups aux deux frères trapézistes pour les empêcher de s'accrocher et les faire s'éloigner. Oui, le gardien du temple. Traduisit Fabio à l'intention du compagnon d'Adenor. Monsieur Loyal refusait le passage de la frontière dans quelque sens que ce soit. De toute façon, la passeuse n'était pas assez bas pour permettre aux deux frères de s'accrocher. Par contre, les animaux étaient, eux, à la bonne hauteur. L'éléphant molette en particulier. Pour soulever un poids pareil, on comprenait mieux pourquoi la nymphe trapéziste était si bien portante. Le grand animal aurait réellement pu être emporté de l'autre côté de la ligne sans l'intervention in extremis de Loyal. Il était bien seul, ce bonhomme, avec son micro et son balai, s'époumonant à courir dans tous les sens au milieu de ce beau monde, ne désirant visiblement qu'une chose, s'affranchir de ses règles. Alors qu'il chassait les deux trapézistes, le tigre rouge sauta dans son dos et s'élança. D'une manière incroyable, la nymphe lui attrapa les pattes avant et l'animal réussit à passer de l'autre côté. Oh, cette fois c'est sérieux. Regardez bien, monsieur dame. À peine sur le sol, il fut entouré par les deux frères qui tournèrent autour de lui, dansèrent et gesticulèrent de joie quelques secondes, puis se chamaillèrent, se repoussèrent mutuellement. Visiblement, aucun ne voulait laisser l'autre profiter du tigre. S'était oublié l'impitoyable Monsieur Loyal. Je ne crois pas qu'il aura le choix de rentrer si tu l'exiges. Qu'as-tu donc dans ta manche, Loyal ? Chut, taisez-vous, c'est un grand moment là. Fabio ne réagit même pas à la réaction du capitaine. De toute façon, il n'était pas stupide. La scène se rejouerait autant de fois que possible, jusqu'à ce qu'ils la comprennent tous. Ses amis leur passaient un message, ou leur racontaient quelque événement très important sous la forme d'un spectacle de clown. Hurla Monsieur Loyal, et une grosse explosion de fumée, encore un artifice typique des cirques, se produisit au pied du tigre et des trapézistes. Dans une magistrale acrobatie, le tigre sauta en arrière et retomba sur ses pattes de l'autre côté de la ligne. Il rugit silencieusement, se lécha, puis reprit sa ronde, lançant un regard noir au maître de cette ligne décidément infranchissable. Phil se permit une conclusion de passage, l'air presque déçu. Ils ne sont pas prêts de passer. Le présentateur ne semble pas décidé à tolérer quoi que ce soit. Mais je ne comprends toujours pas la raison d'être de ce spectacle. Ça va venir, gamin. Regarde plutôt dans le coin là-bas. Dans la direction qu'indiquait Magellan, un nouvel arrivant pénétrait la piste. Un petit singe avec cymbales et fez pendouillant. Particularité, il se trouvait du côté des trapézistes, et pas celui des animaux. Mon père, enfin bref, ma référence paternelle était un soldat très célèbre. Une de ces gloires militaires passées qui sont invitées en remerciement croulantes de médailles, de citations lors de toutes les grandes réceptions. On dit qu'il connaissait personnellement l'Anéon II, une amitié d'enfance.
Nous habitions sur les terres offertes par le roi pour bons et loyaux services envers l'État. Une riche demeure, de vastes terrains, un titre de noblesse, une bonne rente, des domestiques. L'idéal pour qu'un enfant s'épanouisse, me direz-vous. Sauf que mon soldat de père n'était pas resté à la caserne. Il passait la plupart de son temps de retraite à tyranniser tout le personnel, régissant lieux, personnes et animaux comme pour une campagne militaire. Il était très strict, vraiment. Une véritable étiquette, quelque chose d'étouffant régissait la maison durant mes jeunes années. Saviez-vous que j'avais des affinités avec les arts plastiques ? Très jeune déjà, j'accumulais les pots de peinture pour, de ma propre initiative, peindre des objets dans le parc, des statues, des charrues ou un vieux tracteur abandonné. Mère me laissait faire, voyant sans doute d'un bon œil l'éveil de son enfant. Père n'était pas du même avis. Pour lui, l'art n'était qu'une faiblesse, un milieu de parasites, jouisseurs et homosexuels. Et c'était d'ailleurs un homophobe convaincu. Il disait à qui voulait l'entendre que l'homme n'était pas fait pour avoir une relation avec un autre représentant du même sexe, que cela était une erreur de la nature et qu'il fallait la réprimer. Dans ses meilleurs moments, il parlait de maladies mentales à soigner. Il avait même paraphé le préambule d'un livre-choc sur le sujet, écrit par un médecin psychiatre, un ami de la famille. Peut-être le connaissez-vous. Cela s'intitulait La maladie sans germe. Oui, cela me dit quelque chose. Ce ne fut pas un grand succès, sauf dans certains milieux. Il était jugé trop partial. Je crois qu'un de mes professeurs l'avait cité en parfait contre-exemple de choses à ne pas faire lorsque l'on se veut scientifique. Calande prenait des notes, encore et toujours. Entre deux lignes, elle se permettait d'intervenir ou de répondre à son patient. Pophéus, de son côté, n'arrivait pas à détacher son regard de ses longues jambes qui n'étaient plus couvertes qu'à mi-cuisse par la jupe légère. Embaumé de volutes du parfum de la jeune femme brune, il se sentait l'incroyable envie de serrer leur chair tannée de ses doigts noueux. Quelle douce texture avaient-elles, ces cuisses ? Angilbe ? Excusez-moi, votre jupe me rappelait des souvenirs. Cela me ravit. Et pouvez-vous m'en parler ? Oui, justement, j'y viens. Un de nos palefreniers avait 2 filles. Si l'une était un vrai garçon manqué, l'autre était très féminine. Et celle-ci appréciait aussi l'art, ainsi que la culture. Nous avons grandi ensemble. Et comme cela devait arriver, les années passant, nous avons commencé à avoir une relation sentimentale. Un petit peu trop jeune, sans doute. C'est-à-dire ? J'avais 13 ans et elle 12 et demi. L'amour est un bonheur, Calande, mais il peut être le poison qui tuera l'amitié. Le contre-amiral leva les yeux vers la jeune femme, jugeant de sa réaction. Elle ne prononça pas un mot, griffonnant consciencieusement ses notes. Dans un petit soupir, il se tourna vers la cheminée, au feu inlassablement crépitant. Depuis les tout débuts de leur séance, il n'avait jamais cessé de détailler les marbrures, les bas-reliefs, la texture des nervures de marbre parcourant sa façade. Il la connaissait maintenant si parfaitement que parfois, lors d'une conversation au téléphone ou d'une attente quelconque, il se surprenait à en dessiner distraitement les contours sur un coin d'agenda, à un bord de table. Cette cheminée en elle-même n'était pas si fascinante, mais elle était devenue synonyme de calandrorée. Comment se nommait cette jeune fille, Angilbe ? Méala et sa sœur Eknal. Une origine nordiste, comme toute la famille des 2 parents. Même si je dois préciser qu'ils avaient coupé les ponts et s'étaient éloignés de la communauté. Et votre relation a duré combien de temps ? Je veux dire, celle débordant de l'amitié. Pour des enfants de cet âge, cela ne devait pas être facile. Pour une fois, je vais vous surprendre alors. C'est venu naturellement derrière une grange que nous étions en train de couvrir de graffiti. Genre street art, si vous voyez ce que je veux dire. C'était son idée de tester un style plus urbain qui serait en contraste avec le paysage campagnard qui nous entourait. Par un faux hasard, nos visages se sont retrouvés très proches et couverts de peinture. La suite... Oui, je comprends. Coupa sèchement la psychiatre. Pophéus nota cette étrangeté médicale, se demandant bien quelle thérapie autorisait ainsi à couper la parole à son patient. Il ne put s'empêcher d'en éprouver de la satisfaction. Il reprit, presque d'une humeur guillerette, mais la suite de l'histoire allait de toute façon alourdir l'ambiance. Je ne puis vous dire combien ma joie était à son comble. C'était une ouverture sur un autre monde, une faille dans le carcan familial, un espace de liberté totale à des années-lumière de la froideur rigide de mon père. Nous firent l'amour lors d'une soirée, en cachette. Elle voulait que cela se passe dans l'obscurité, alors on attendit la tombée de la nuit,
trouvant quelques prétextes plus ou moins valables pour nos familles. Je doute que mes parents furent aveugles, mais du point de vue phallique paternel, la nature était à l'œuvre et son fils apprenait la vie. Et ceux de la jeune femme, acceptait-il cette relation aussi bien? Du moins fermait-il les yeux également? Elle ne voulait à aucun prix qu'il le sache. J'en ignorais la raison à l'époque. Sa sœur semblait au courant, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Vous savez, c'est un petit milieu, ce genre d'endroit. Tout le monde se connaît et se voit. Je ne sais pas comment elle a fait pour conserver le secret. Personne ne changeait spécialement d'attitude ou ne faisait de remarques sur le sujet. Était-ce l'ombre de mon père derrière ce statu quo? Encore maintenant, je me le demande. Petite pause. Il ne savait comment poursuivre visiblement. Les mots avaient du mal à trouver leur voie au travers des méandres de ses pensées. Tant de souvenirs perturbants, et la présence de Calande plus que jamais troublante. Comment pourrait-il lui raconter la suite? Angilbe, vous me dépeignez un tableau à la fois idyllique et presque commun compte tenu de la situation. Mais votre phrasé ne peut cacher votre trouble. Si vous êtes toujours prêt, alors racontez-moi la suite. Ou peut-être préférez-vous remettre cela à une prochaine séance? Mais Ala était un jeune homme et non une femme. Il avait menacé sa famille d'un suicide s'il ne laissait pas vivre sa différence. Et tout notre bel univers allait voler en éclats peu après. S'empressa de lâcher le contre-amiral, comme pour la retenir à ses côtés. Je l'aimais en tant qu'être humain, en tant qu'esprit. Aurais-je pu devenir homophobe comme mon père? Je l'ignore. Mais comme mon père était un avenir qu'il m'était tout simplement impossible à envisager. Vous dites, amiral? Pophéus leva les yeux. Il se trouvait dans la grande salle du Conseil de la Révolution, entouré de tous les têtes de l'État. Face à lui, de l'autre côté de la table, sirotant une boisson quelconque, Hare. Mais quand avait-il quitté Calande? Êtes-vous souffrant? Demanda le président du conseil. Le vieux bonhomme ordonnait autour de lui certains feuillets de travail, comme d'autres conseillers devisaient à voix basse avec leurs ministres. La séance commençait à peine, c'était une chance. Calande, il faudra vraiment que l'on trouve rapidement une solution à ces sautes de conscience. J'ai peur que le temps ne manque pour autre chose que l'action, président. Et qu'entendez-vous donc par là? Là, l'Exode. Elle représente un danger. Pardon? De nombreux regards se tournèrent vers le contre-amiral, interrompant les discussions étouffées. Même Hare faillit avaler de travers. Contre-amiral Pophéus, expliquez-vous, s'il vous plaît. L'Exode est loin maintenant, elle a franchi la passe de Magellan. C'est une affaire qui n'est plus de notre ressort. Mes services ont des informations concordantes, comme quoi les mutualistes seraient une branche activiste du mouvement de l'Exode. Mais c'est impossible! Ils sont trop loin, que pourrait-il espérer de cela? Non, c'est encore une fausse rumeur, une de plus. Le ministre de la Coopération culturelle, un affilié de Hare, intervint une fois de plus lorsqu'il ne le regardait pas. Un coup d'œil vers l'homme aux yeux si noirs de l'autre côté de la table. Ainsi tu étais un mental, et donc tu pouvais suivre tout ce qui se disait autour de nous, peut-être plus loin encore. Mais mes pensées te sont inaccessibles. Profitons-en. Je vous présenterai ces preuves, mais elles ne recouvrent aucune partie de la vérité. J'ai l'intime conviction de l'existence d'agents mutualistes mentaux ayant noyauté certains pans de l'administration. Cela signifie qu'ici, en ce moment, nous sommes peut-être écoutés par l'ennemi. Vous voulez dire, maintenant, on fouillerait dans nos cerveaux? Exactement, je vois que vous saisissez la gravité de la chose. Cela expliquerait aussi comment cette organisation, qui a fusionné avec celle de l'ex-princesse Azala, je vous le rappelle, peut se permettre tant d'audace. Ils ont toujours un coup d'avance car ils sont informés à la source. Amiral, je pensais vos propres troupes capables d'endiguer toute attaque psychique. La réputation des forces mentales n'est plus à faire, il me semble. Hare lui-même intervenant en plein débat, voilà qui devenait très intéressant. La marionnette des souriants savait pourtant que Ralato avait transmis son rapport. Et pourtant il partait à la charge malgré l'épée de Damoclès d'une révélation officielle de ses agissements contre les forces de l'État. Ou alors avait-il d'autres cartes en main? Mes forces ne peuvent pas tout surveiller en même temps. Peut-être que vos amis souriants sauraient nous apporter leur aide. Je l'ignore. Transmettez donc une demande aux représentants de cette communauté. Vous seriez en affaire avec eux, que cela simplifierait grandement la démarche, n'est-ce pas? Connaissez-vous le triangle, monsieur Hare? Oui, c'est une figure géométrique. Et cette pénurie de lithium ne sens pas vos troupes qui convoient les productions depuis Talbot? Messieurs, coupa le président du conseil, sentant parfaitement la discussion déraper.
Le vieux bonhomme n'avait d'autorité que spirituelle, mais les deux rivaux saisirent la perche au vol pour interrompre leurs échanges. L'heure n'était pas encore au grand déballage. Bien que tous les ministres autour de la table avaient déjà choisi un camp, Pophéus, mais également Hare, d'après les rapports, ne désespérait pas d'en faire changer d'avis encore quelques-uns. Amiral, je vous demanderai de poursuivre vos investigations et de nous produire les preuves de vos assertions lors de notre prochaine séance. J'ai du mal à imaginer un complot mêlant l'Exode, le mutualiste et une infiltration mentale dans notre admission. Mais si tel était le cas, il nous faudrait prendre des mesures de sécurité très fermes. Messieurs, le débat est clos. Et j'aimerais que nous abordions ces problèmes récurrents de pénurie, justement. Et pas de supputation, pas de rumeurs. Je veux des faits précis et mesurables. Monsieur le ministre de l'économie, vous avez la parole. Oui, le point important de la séance est la chute du taux de production de blé dans le nord-ouest de la capitale. Alors que le chef de l'économie de la planète, et au-delà, énumérait statistiques et stocks, deux regards s'affrontaient, ne sciant pas. Les deux hommes étaient engagés dans une bataille à mort. Et maintenant que les armes étaient suffisamment fourbies de chaque côté, cela allait changer d'envergure. Intérieur du positron. Le spectacle délirant d'acrobates et d'animaux de cirque tenus d'une poigne de fer par un monsieur loyal hystérique battait son plein. Sous la lumière noire, le petit singe saltimbanque avançait joyeusement vers le centre de la piste, faisant claquer ses cymbales, visiblement fier de lui et du bruit produit. Cet animal était bien différent des monstrueuses choses qui tournaient en rond de l'autre côté de la ligne tracée dans le sable. Le rendu de sa fourrure n'était pas ordinaire, plus dorée, plus luisante, presque métallique, sous réserve de ce que la lumière noire acceptait de renvoyer. Tous convinrent que la représentation du petit animal tenait plus de la statuette précieuse que d'un nouvel organisme protéiforme. Fabio jeta un œil en coin à ses voisins. Phil et Adenor suivaient le spectacle, se tenant la main, le lieutenant chuchotant parfois quelques remarques à l'oreille de sa compagne, celle-ci répondant par des hochements de tête tantôt positifs, tantôt négatifs. Magellan, lui, avait déjà assisté à la représentation, sans doute plusieurs fois. En avait-il été le premier spectateur? Avait-il participé à la rendre plus intelligible? Le capitaine ne semblait pas écouter les pensées des autres cette fois, dommage. Il ne s'intéressait qu'à la voltigeuse qui se balançait au-dessus de la piste, survolant régulièrement la séparation infranchissable pour les autres protagonistes. Le glorieux officier était amoureux d'une transposition, d'une représentation d'êtres venus d'on ne savait où, en forme humaine. Certes, bien en chair, la gracieuse acrobate possédait de généreux et plaisants atouts, mais tout de même, Fabio se demandait à quel point tout ceci était calculé et prévu à l'avance par les petites bestioles qu'il croyait connaître depuis si longtemps. Mais ça fonctionne? Loyal est complètement obnubilé. La phrase de Phil fit revenir Fabio au spectacle. Effectivement, le singe statue d'or jouait des cymbales et enchaînait acrobatie sur virevolte, s'accaparant toute l'attention du maître des lieux. Mieux, le bonhomme rondouillard laissait traîner au sol son balai et son micro se balançait au gré des mouvements de son bras pendouillant, comme hypnotisé. Oh, 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 ça marche à tous les coups, ça. Et qu'est-ce qui marche à tous les coups, capitaine? Bah, le spectacle, quoi. Je vois. Conclut posément Fabio. Donc déjà, on avait la confirmation de la répétition de ce spectacle. Quant à l'hypnose de Monsieur Loyal, on devinait la suite. La belle nymphe s'étirait tout en souplesse, offrant de nouvelles prises pour les animaux, tout en gonflant sa poitrine déjà opulente à la grande joie de Magellan. Déjà le tigre rouge était passé de l'autre côté, et l'éléphant melotte se préparait à profiter du survol suivant de la voltigeuse. De l'autre côté de la ligne, les deux frères se chamaillaient, tentant tour à tour de caresser la fourrure du félin, de se repousser, d'embrasser l'animal, etc. D'ailleurs, celui-ci se laissait faire. Fier, il demeurait stoïque, observant autour de lui, assis, alors que les deux autres en arrivaient aux mains. L'arrivée de l'éléphant melotte ne fit qu'empirer les choses. Apparemment, toucher ou caresser un des animaux donnait de la vitesse aux acrobates, de la force également. Oui, leur chamaillerie tournait au pugilat. Ils ne se repoussaient plus, ils se donnaient de violents coups, rapides et puissants, dont on pouvait entendre certains des impacts jusque dans les gradins. Oui, Adenor, certains coups dépassent le mur du son. Cette fois, la lutte prend de très dangereuses proportions. Il n'y en aura pas. Ils semblent tous deux de force égale. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un des frères fut projeté dans les airs.
s'effondrant à quelques pas, 2 rangées plus bas que les 4 spectateurs. L'autre, au lieu de se précipiter pour profiter de son avantage, se frotta de tout son long contre l'éléphant melotte, puis contre le tigre rouge, allant jusqu'à réussir à rapprocher les 2 mammifères de sa personne. Là, c'est la fin. Nous avons notre vainqueur. Commenta Phil dépité. L'un des protagonistes avait donc pu obtenir toute la force nécessaire pour l'emporter à coup sûr sur l'autre. Pendant ce temps, du côté de Monsieur Loyal et du petit singe, les choses devenaient moins évidentes. L'animal bougeait peu, ses cymbales ne retentissaient plus, on le sentait épuisé. Si Loyal était encore hypnotisé, cela n'allait plus durer très longtemps. Le frère au pied des gradins se releva enfin et, inspirant un grand coup, se dirigea vers son ennemi en une dernière attaque, pour l'honneur. On le voyait aller au-devant d'une défaite certaine, tandis qu'un méchant sourire illuminait le visage en clair-obscur du frère tout-puissant à l'approche de l'ultime moment. « Mais il va se faire complètement écraser !» cria Phil tout au spectacle. Un immense rire retentit alors de Magellan, très fier de son intervention. « Ah, mon pauvre vieux, attendez, vous allez voir. Là, Oui, Phil, combien tu paries que rien n'est encore joué? En fait, nous connaissons déjà tous la suite, n'est-ce pas? Exactement, Zoé, c'est parfaitement ça. Allons, Phil, ne reconnais-tu donc pas l'histoire racontée, avec beaucoup d'imagination et d'images, devant nous? Feelgood regarda tour à tour ses voisins, puis observa à nouveau la scène, dubitatif. Non, je ne saisis pas. Zoé, du calme. Je ne sais pas ce que vous avez tous les deux, mais visiblement sortir du transporteur vous fait du bien. Phil, jette un œil du côté de Loyal. Le lieutenant s'exécuta, et découvrit avec étonnement que le personnage serrait désormais son balai bien haut et approchait justement son micro pour parler. Il se redressa, cette fois définitivement, et se cacha les yeux avec son bras. Pivotant sur lui-même, il lança une jambe après l'autre, bien haute, simulant une marche à suspense. Puis il libéra sa vue d'un coup sec et cria « Tournant la tête à droite, puis à gauche, son regard passait des animaux aux 2 frères, puis inversement. Sur une dernière pose magnifique, il se tourna alors vers les spectateurs, se prenant la tête entre les mains en tirant ses cheveux. Le clown parfait en quelque sorte. Les 2 frères ne semblaient pas avoir remarqué le retour de Monsieur Loyal. Le plus fort partait à la rencontre de l'autre, nonchalant, en contraste total avec celui sur le retour, que l'on sentait déterminé mais sans espoir. Il mimait de grands gestes farouches, contrastant avec un visage à la tristesse exagérée. Le tigre rouge rugit en silence, laissant apparaître, par sa grande gueule ouverte, d'écœurantes protubérances grouillant à l'entrée de son œsophage. Cette démonstration n'échappa pas à l'éléphant melotte, lui-même de plus en plus agité. Piétinant ici le sol, levant sa moitié de trompe vers le plafond. Eux avaient senti l'arrivée de Loyal, mais pour une raison ou une autre, ils restaient sur place, ne tentaient ni de se déplacer, ni d'attaquer. Fabio sembla prendre la parole sans préavis. Ils ont besoin de rester immobiles pour donner leur force aux 2 frères. Sans cela, la guéguerre fratricide se terminerait bien vite. Phil se tourna alors vers lui, interrogatif. Navré Phil, je deviens aussi sensible que notre capitaine national. Du coup, j'ai répondu à ta question un peu trop en avance. mais faut pas vous excuser, garçon, ça permet de parler moins et de garder plus. Et toi, le genou, arrête de poser de ces questions et fais confiance au spectacle, d'accord? Bon, d'accord. Adenor lui montra discrètement la nymphe, tournant toujours inlassablement au-dessus de la scène. Elle aussi était inquiète, mimant force de poignets serrés contre son cœur ou main sur la bouche, comme pour se retenir de crier. Ce qu'elle ne ferait pas de toute façon. Vous n'avez pas appris à parler, mes mignons. Ne simulez pas, vous n'êtes pas assez doués pour ça. Pensa Fabio. Immédiatement, la musique s'arrêta. Magellan se jeta contre lui, plaquant contre sa bouche la propre main, collant sa tête contre les cheveux en bataille du jeune blond. Le mental n'eut que le temps de comprendre ce qu'il venait de se passer que déjà le gros officier lui chuchotait à l'oreille apeuré. « Dis-moi malheureux, repense jamais du mal d'eux, jamais !» Magellan, veuillez... Phil, à peine debout, se rassit doucement, posément, évitant les mouvements brusques, tandis que Fabio lui-même montrait, à qui voulait s'y intéresser, des gestes d'apaisement lents et réconciliateurs. « Pitié, pardonnez-le !» supplia Magellan à l'oreille du jeune homme, la voix tremblante de terreur. Devant eux flottaient tous les acteurs du spectacle.
Loyal, le petit singe, l'éléphant melotte, le tigre rouge, les 2 frères et même la nymphe trapéziste. Ils n'étaient pourtant plus aussi amusants. De multiples bras s'étiraient de leur corps, ou alors des tentacules, terminés par des griffes acérées, les visages déformés de haine et de souffrance. Leur substance n'était plus aussi solide, ils semblaient plus translucides, leur forme mouvante. La lumière noire de la clé à molette de renvoyer en fin de compte qu'un cauchemar. Un pur cauchemar. Pas besoin d'explication, la troupe d'artistes n'appréciait pas la critique de leur hôte et faisait profiter tout le groupe de leur réprimande. C'est bon, je m'excuse. Reprenons le spectacle calmement si vous le voulez bien. Vous me connaissez, je ne pensais pas à mal. Adenor serrait la main de Phil à la briser, tandis que Magellan semblait réciter des prières pour quelconque dieu qu'il aurait dû renier il y a fort longtemps. Fabio ne quittait pas des yeux les représentations inquiétantes de ceux qui se prétendaient ses amis depuis si longtemps, et qui lui rendaient tous son regard. Le gros capitaine serra encore plus le mental, lui tapant l'épaule. Tais-toi, mais tais-toi. Monsieur Loyal eut un petit soupir de dédain, puis se contorsionna, se tordant sur lui-même tel un morceau de chewing-gum. Il s'éloigna lentement pour reprendre sa place et sa forme normale dans le spectacle. L'un après l'autre, tous les artistes jetèrent un dernier regard en coin au spectateur, puis voletaire. La voltigeuse se sublima même en une sorte de volute gazeuse pour se condenser sur son trapèze, reprenant sa pose précédente comme si de rien n'était. Encore un moment de flottement, puis Loyal leva tout haut son balai et hurlant à qui voulait l'entendre. Et l'orgue de barbarie rugit sur toute la scène, plus fort que jamais. Magellan s'affala sur son banc, immensément soulagé. Fabio se garda bien d'émettre une quelconque critique. Il risquait de mettre tout le monde en danger. Le couple sur la gauche soupirait de soulagement. Tous comprenaient combien ils étaient à la merci de leurs hôtes. Comme pour un résumé de l'épisode précédent, le frère blessé recula de plusieurs mètres, puis reprit son trot vers le groupe formé par les 2 animaux et son propre frère, l'omnipotent. On sentait l'imminence du clash entre les deux et peu de chances de réussite pour l'outsider. Fabio dirigea alors son regard dans une autre direction. Il sentait que le coup suivant viendrait de... Loyal hurla dans son micro, puis frappa le sol avec son balai de toutes ses forces. Immédiatement, d'énormes explosions de fumée retentirent sur toute la piste, et même au-dessus, dans les airs. Quelques-unes jaillirent près de la nymphe trapéziste, qui se protégea de son trapèze en position fétale. La scène entière sembla se mettre à bouillir de fumée. Plusieurs explosèrent, enfin, juste en dessous des animaux. Le tigre rouge fut projeté dans les airs sous l'impact, une seconde explosion le cueillit au-dessus de la ligne tracée sur le sol et l'envoya terminer son voyage du côté opposé, de là où il venait. D'autres explosions harcelaient l'éléphant melotte. Le plus puissant animal avait beau simuler des barrissements et piétiner le sol tout autour, l'attaque de Loyal ne s'arrêtait pas. Il finit par s'affoler et courut se mettre à l'abri de son côté. Visiblement, il pouvait passer dans ce sens-là sans problème. L'intérêt des spectateurs se reporta immédiatement sur le duel entre les 2 frères. Le départ des animaux signifiait que leur pouvoir n'était plus, donc la seule différence sur la balance sera... La volonté de vaincre. Celui que l'on croyait perdu. Va maintenant reprendre le dessus. Je vois que tu as tout compris, Phil. Que j'aimerais bien savoir ce qu'il adviendra de l'ancien omnipotent de frère. Chut! Accordez, qu'on en finisse. Ok. Voyons cela. Qu'on en finisse, avait-il dit ? Le spectacle touchait donc bien à sa fin, comme prévu. Le résultat de la bataille fratricide fut à la hauteur des attentes. Le frère vengeur frappa tant et si fort que l'autre battit en retraite, se traînant dans un coin de la piste. Il commença même à escalader la rambarde pour s'abriter de l'autre côté et ne dut sa bonne fortune qu'à l'épuisement de son adversaire qui abandonna la poursuite. Le projecteur changea d'ouverture, la lumière se focalisa sur le frère vainqueur, marchant, claudiquant un peu,
passant devant les animaux qui l'accompagnaient de leur côté pendant quelques mètres. La nymphe trapéziste tournoyait toujours et quelquefois, il pouvait presque la toucher des doigts. Tête baissée, il poursuivait sa marche sans fin. Il avait perdu son frère et ses pouvoirs. Désormais seul, allait-il trouver un nouveau but à son existence ? L'ancien trapéziste en tenue à damier passa devant Loyal qui mimait une pose de statue. Le projecteur s'arrêta sur le chef d'orchestre, laissant le dernier héros de l'histoire quitter la lumière en but à sa nouvelle solitude. La musique s'arrêta enfin. Seul le présentateur demeura visible des spectateurs. Monsieur Loyal n'avait plus de balai, juste son micro qu'il tenait dans le dos, les bras repliés. Après quelques secondes d'attente, il fit plusieurs pas en direction de nos héros, ne s'arrêtant qu'à une poignée de mètres d'eux. La tête un peu penchée, un sourire aux lèvres, il les regarda tous attentivement. Phil, Adenor, Fabio et même Magellan. Visiblement, il attendait quelque chose. Je pense qu'il faut applaudir, non ? Suggéra Phil. Il s'empressa de joindre le geste à la parole, et tout le groupe applaudit à tout rompre, comme si c'était le seul but de leur existence. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Loyal, s'il comprenait l'idée derrière le geste, attendait autre chose. Mais quoi ? Monsieur Loyal, ici présent, s'il ne parle pas bien notre langue, nous comprend donc très bien. Nous venons d'assister à une représentation imagée de quelque chose que nos amis estiment d'une grande importance, au point d'avoir créé un vortex dans l'espace pour nous y faire assister. J'ai raison jusque-là, capitaine ? Continue, gamin, c'est bien. Répondit simplement le gros officier. La solution ne viendra visiblement pas de lui. Adenor lança donc le débat. En essayant de trouver le rôle de chaque intervenant ? Pas bête, Adenor. Les jongleurs sont les plus simples à trouver. Ce sont les humains et les ennemis. Quoi ? Des humains et... des ennemis ? Il restait à mettre Phil dans le secret. Fabio entendit l'esprit d'Adenor effectuer les connexions manquantes. Même si tout n'était pas encore clair, elle avait déjà remonté de son côté presque tout le puzzle. J'ai eu l'occasion, peu avant la révolution Castix, d'effectuer des recherches sur l'histoire de l'humanité. Dans le cadre de mes fonctions d'alors, je suis remonté plusieurs siècles dans le passé, à une époque lointaine précédant l'arrivée de la royauté. L'enquête m'a amené dans des endroits dissimulés depuis si longtemps qu'ils en étaient oubliés des hommes. Et cela raconte une lutte pour la liberté entre les humains et ceux que l'on nommait les ennemis. Des êtres aux pouvoirs mentaux visiblement hors normes, peut-être supérieurs à ce que l'on connaît maintenant. C'est probablement à cela que nous venons d'assister. Il laissa les deux amoureux digérer l'information. Lui-même se remémorait les souterrains, le vieux coffre et la carte mémoire, son intrusion dans la tête du roi de Materwan, et enfin l'incroyable palais sous-marin. Sauf que derrière tout cela revenait un nom. La dénomination d'une puissance sans limite venue aider les humains. C'est cette force que Pophéus avait tenté de trouver et maîtriser dans l'espoir fou de dominer la race humaine. Les titans. Hurla Loyal en sautillant et tournant sur lui-même. Visiblement, ils étaient sur la bonne voie. Tu veux bien nous expliquer ? C'est quoi les titans ? Je l'ignore. D'après les rapports que j'ai pu lire, certains les auraient rencontrés, mais je ne voulais pas y croire à l'époque. Les descriptions ne collaient pas, on dira. Il était tombé dans l'inconscience durant tout le contact, mais pas inactif. On prétendait même qu'il les avait dirigés. Une force composée de millions de petits objets translucides au pouvoir inimaginable. À l'époque, il avait refusé de faire le lien avec eux, ceux qui l'avaient nourri si puissamment de leur pouvoir. Ils n'étaient pas des êtres de mort, seulement des sources de pouvoir, n'est-ce pas ? Sauf qu'après tout ce qui venait de se dérouler, depuis le vortex jusqu'au spectacle, et cet incident où ses amis lui avaient montré un visage complètement différent, il ne savait plus. Les animaux, l'éléphant melotte et le tigre rouge, ce sont les titans. C'est cela, Loyal. Et c'est vous, ces fameux titans. L'autre s'arrêta, le visage se déformant sous un sourire bien trop grand, et Monsieur Loyal effectua une longue et belle révérence devant le mental blond. Puis il releva la tête, croisant leurs regards. Sans en comprendre exactement la raison, Fabio n'aima pas ce qu'il y eut. Mais alors, pas du tout. Allez tous, vous arrêtez pas en si bon chemin. Poursuivez, ski les autres. Il y a une ligne, une frontière, quelque chose qui les empêche de Votre dimension ! Rugit Fabio, les dents serrées, il venait de se dresser.
Son regard toujours croisé avec celui de Loyal, le jeune homme terminait son apprentissage du monde, ce monde qu'il avait toujours tant cru comprendre, qu'il pensait maîtriser. Mais en fin de compte, chaque pas qu'il faisait dans cette relique du passé qu'était le positron lui prouvait qu'il n'avait réellement été qu'un jouet, une marionnette dans les mains des titans. Magellan tenta de calmer le mental, mais il se rassit brusquement d'un coup, comme si la pesanteur était soudain devenue plus forte. Fabio n'avait levé qu'un doigt. Ses pouvoirs étaient toujours présents et, visiblement, on lui laissait le droit de les utiliser. Loyal, vous avez besoin de la trapéziste pour traverser les dimensions, et du singe pour perturber les lois de la nature. Vous voulez reproduire ce qui s'est passé aux origines de Materwan. Vous voulez rejoindre les hommes. Le bourdonnement de la clé à molette boursouflée reprit alors du volume au-dessus d'eux. Toute la piste, plus encore toute la scène, incluant les artistes, les portes délirantes, les estrades vides pour le public et même le toit du chapiteau, entra soudain dans la lumière noire. Loyal se redressa, Magellan tremblait, Adenor et Phil se préparaient à tout. Fabio était fou de colère. Il avait été trahi depuis le début. Ces êtres poursuivaient un but qui n'avait rien de noble, rien de sage. Non, ce n'étaient pas des animaux calmes et paisibles qui diffusaient leur pouvoir aux hommes ou aux ennemis. S'il n'avait pas croisé le regard de Loyal, s'il n'y avait pas lu cette certitude, cette lueur que l'on ne retrouve que dans l'œil du chasseur, il n'aurait pas compris. Mais alors, qui sont ces deux-là? Comment trouver la trapéziste et le singe? C'est la raison de tout ce qui vient d'arriver, Phil. C'est peut-être aussi la raison de l'exode, de la révolution Castix, qui sait. Depuis combien de temps vous nous manipulez? Nous les humains, seuls et abandonnés, n'ayant rien d'autre à croiser que votre image de l'autre côté du rideau infranchissable. Vous n'avez jamais eu qu'un seul but que vous poursuivez inlassablement. Hurla Loyal, l'air plus amusé que revanchard. Fabio traduisit pour ses compagnons. Et où sont-ils ? Phil réfléchissait à voix haute, les yeux pensifs dans ceux de sa compagne, comme s'ils partageaient leurs pensées. Ce n'était certes pas le cas, mais l'amour, le vrai, accomplissait des miracles parfois. La trapéziste. C'est quelqu'un qui peut faire des choses que personne ne sait réaliser. Même Loyal, même le singe, elle est habillée comme les deux autres, les humains et les ennemis. Bien vu, Phil. C'est une humaine ou une ennemie, ou les deux. Elle est comme eux, mais différente. Dans le monde réel, ce serait quelqu'un qui... Il se figea, changeant d'expression. Oui, ça gamin. Et de un. Fabio ? Demanda Phil, inquiet. Il vit le mental livide, ayant perdu toute sa hargne, ou tout du moins, l'ayant mise de côté. La main d'Adenor serra soudain la sienne. Elle venait de comprendre à son tour et indiquait le jeune homme blond de la tête, de manière insistante. C'est toi la trapéziste, c'est cela ? Tu es la personne qui peut faire traverser les barrières des mondes à ces êtres ? L'autre ne répondit pas. Une nouvelle fois en quelques minutes, des briques se déplaçaient et se réassemblaient dans sa tête. Certaines oppositions se voyaient mises en lumière, d'autres vérités s'effondraient définitivement. Les êtres translucides n'avaient pas besoin de lui pour influer sur ce monde. Ils aidaient déjà les manteaux en leur insufflant quelques pouvoirs depuis des centaines d'années, et sans son intervention. Mais lui savait utiliser et exploiter cette force bien au-delà des limites communes, d'où sa légende de supermental. Mais à la lumière de ce qu'il venait d'apprendre, il n'utilisait en fin de compte que la puissance nominale fournie par les titans. Les pouvoirs mentaux courants n'en étaient eux qu'un vague reflet. Cela donnait d'ailleurs une idée sur ce qu'avaient dû être les affrontements entre hommes et ennemis à l'époque des débuts de Materwan. Fabio leva ses mains et les observa, pensif. Dans la cathédrale sous-marine, il avait dirigé des flots d'êtres translucides. Il leur avait fait traverser une porte qui, en fin de compte, s'était avérée inexistante. Tout cela alors qu'ils végétaient dans un état second. Le carnage ne s'était arrêté qu'une fois tombé évanoui pour de bon. La vague des êtres ayant alors reflué spontanément au travers de leurs portes. C'était cela son pouvoir ? Permettre aux titans de passer chez nous ? Évidemment, cela expliquait bien des choses, à commencer par le simple fait de les voir. Ce qui était la première faculté qui le différenciait de tous les autres manteaux. Pas encore arrivé au bout de ses réflexions, le jeune homme blond se rassit, pliant les doigts, observant les jointures se serrer, dessinant leur rigole dans le creux des paumes.
Même le choix d'une trapéziste n'était certainement pas anodin. Il recroisa le regard inquiétant de Loyal. Mes goûts sont-ils différents parce que vous l'avez voulu ou vous êtes-vous seulement inspiré de la réalité? L'autre ne répondit pas, laissant la question en suspens. Par contre, il se tourna et se saisit du petit singe aux cymbales. Celui-ci se laissa faire, bovin. Il se mit tout de même à se tortiller et rigoler quand le présentateur glissa ses longs doigts sous la fourrure d'or, pour une séance de chatouille destinée à le rendre plus vivant. Alors, monsieur dame, et le faiseur, il est où? Le faiseur? Répondirent-ils tous d'une même voix. Ce nom n'éveillait rien chez Phil ou Adenor, mais Fabio se souvint l'avoir lu une fois, dans la description d'une bataille passée. Les hommes étaient devenus maîtres de leur territoire, en ayant chassé les ennemis. Mais certains groupes voulaient partir à la recherche de ce faiseur, tandis que d'autres les en interdisaient. Évidemment, une guerre s'ensuivit, et ce fut le groupe refusant la recherche, regroupant le plus de monde qui vainquit. Il était resté dubitatif à l'époque sur ce nom. Sans autre indication, l'information était passée au second plan, jusqu'à aujourd'hui. Le faiseur. Faiseur de quoi? De miracles? L'hiver, c'est une grande roue qui tourne. Une sorte d'engrenage infini qu'entraîne tout. Le faiseur, il peut, momentanément pour sûr, en bloquer les rouages et gripper le système. C'est ça sa force. Sans lui, tu peux pas tenir longtemps si tu utilises ton vrai pouvoir, mon gars. Je vois. Fabio se tourna alors vers Phil, doucement, l'air presque malheureux pour la nouvelle qu'il avait à annoncer au lieutenant. Le moment de dévoiler ses ultimes cartes était venu. Hurla Adenor, se serrant contre son compagnon. L'autre comprit. C'est moi? Je suis le faiseur? Je le pense. En fait, j'en suis certain. Et depuis longtemps, même si j'ignorais tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Il baissa les yeux vers Adenor, puis il ajouta. Oui, il y a de ça aussi. Je devais vous les faire rencontrer, vous ne comprenez pas? Ces êtres-là sont à nos côtés depuis des siècles et ils m'accompagnent depuis ma plus tendre enfance. Ils m'ont plusieurs fois montré combien Phil était important et... Pardon? Ils t'ont montré que j'étais important? Je l'aurais dit un jour, bien sûr, mais pas tout de suite. S'il vous plaît, ne me faites pas ces pensées effarouchées. Imaginez que je vous raconte, je sais pas, tenez, ce cirque et toute cette histoire. Vous m'auriez pris pour un fou. Certaines choses demandent, on dira, un juste timing. Pas besoin d'explications supplémentaires, tous comprirent que leurs hôtes s'impatientaient. Phil inspira profondément, serra une dernière fois les mains d'Adenor et se redressa. Il ne fut pas surpris que sa compagne fasse de même, peut-être un peu plus lorsque Fabio se rapprocha également du duo. Le lieutenant restait tout de même dubitatif. Alors, ce serait lui, le centre de tout cela, le petit singe qui pouvait bloquer les rouages de l'univers, comme l'expliquait Magellan? Il ne voyait pas vraiment comment. En fait, il ne comprenait pas grand-chose. Mais Fabio, qui visiblement leur cachait pas mal de choses, et Magellan semblait le croire. Que lui-même ne le sache pas ne prouvait rien de particulier. Les cordonniers ne sont-ils pas, notoirement, les plus mal chaussés? Bon, allons-y. Je suis le lieutenant Feelgood, celui que vous appelez le faiseur, c'est moi que vous cherchez. Et je suis Fabio Uli, la trapéziste? Magellan vint au secours du mental blond. Il lui précisa dans un sourire. Le passeur, fiston, tel passeur. Et se retournant vers toute l'équipe des artistes de la folle représentation, il ajouta. Mes amis, ils sont là! Ceux que vous recherchez depuis si longtemps, le passeur, le faiseur, sont enfin réunis. On va pouvoir travailler ensemble et vous laisser revenir nous donner vos pouvoirs. Magellan était bel et bien de leur côté. Que lui avait-il promis? L'avait-il convaincu d'une manière ou d'une autre? Fabio croisa le regard de la trapéziste, son homonyme. Oui, elle devait y être pour quelque chose. Il offrit pourtant son plus beau sourire au capitaine, clairement en désapprobation avec ses pensées. Loyal s'éleva alors du sol et s'approcha de Phil, suivi par tous les artistes. Nez en avant, il le renifla, comme l'aurait fait un chien ou un chat, suivi, là encore, de tous les autres. Le lieutenant se raidit de sentir tous ces visages proches de son corps à flairer ses odeurs.
Que préparaient-ils tous? La trompe de l'éléphant se figea d'un coup sur la base de sa nuque. Phil ne put s'empêcher de pousser un petit cri quand il sentit le contact de l'appendice du pachyderme contre sa peau, mais il se laissa faire. Étrange spectacle que le balai de tous ces participants à la représentation qui se succédaient pour renifler la nuque du jeune homme. Lui tentait de sourire, mais sa tension était palpable. Et comme si de rien n'était, les artistes s'envolèrent soudain, ou plutôt se laissèrent flotter vers le haut pour redescendre ensemble au centre de la piste. Apparemment, l'inspection était terminée. Ce n'est pas lui, n'est-ce pas, Magellan? Je comprends pas, pourtant on était sûr. Oui, vous n'êtes pas le seul à rien comprendre, croyez-moi. Les amoureux ne savaient plus qui suivre du regard. Les artistes du cirque, Loyal, Fabio, Magellan. Adenor questionna froidement le mental blond. Non, c'était une erreur. Une incroyable, hallucinante, et autant le dire, une bien belle boulette. Fabio inspira profondément. Il apprenait cette nouvelle comme tous, et devait la digérer lui aussi. Certaines briques collaient trop bien, il aurait dû s'en douter, et eux aussi d'ailleurs. Quand je pense que c'était les titans qui m'avaient aiguillé sur toi, Phil. J'ajoute que tu as toujours été au bon endroit au bon moment, comme si une force te guidait à ton insu. Cela pouvait donner matière à réfléchir. Pas de chance, hein? Au fait, capitaine, du coup, suis-je vraiment le passeur? Pas de doute là-dessus, gamin, mais sans le faiseur, t'es pas vraiment utile. J'adore quand on m'annonce mon inutilité. Bien. Bon ben, si tout le monde en a fini, on peut peut-être enchaîner pour la suite. J'ai quelques questions pour nos petits amis. Le projecteur ronronna alors, changeant de nouveau de diamètre et ne laissant plus apparaître que Monsieur Loyal qui marchait vers eux, le micro en main. Il ne s'arrêta que pour le porter à sa bouche et conclure d'une manière sèche et sans appel. Tous se regardèrent, à la fois surpris et embarrassés. Phil grilla la politesse à Fabio, qui s'apprêtait à répondre. Et... Mais où le chercher? Loyal le pointa du doigt et rugit dans son crissement vocal habituel, tout en demeurant compréhensif. La clé boursouflée s'éteignit alors, son ronronnement s'amenuisant très vite pour disparaître dans un ultime murmure. Elle se laissa descendre doucement, comme un ballon qui aurait perdu son hélium et, redevenu clé normale sans boursouflure, se posa sur l'épaule droite de Fabio. Tandis que l'univers autour d'eux redevenait d'une blancheur laiteuse sans aucun repère. D'une petite veille mentale, il sut que la clé était redevenue invisible aux yeux de tous, sauf peut-être pour Magellan, rien n'était certain avec celui-là. Mais il avait, visiblement, d'autres impératifs en tête. Oh, écoutez vous tous, dans l'immédiat, je vous conseille surtout de fermer votre combi, la magie des dieux va s'en aller et c'est pas drôle si on n'est pas prêt. Capitaine de la navette du transporteur numéro 3, veuillez lever vos mains et vous rendre sans résistance. Je répète, je suis le capitaine Carillo. Il venait à peine de sortir du boyau, les ayant conduits à la si étrange rencontre au-delà des dimensions, qu'ils en avaient oublié que les gens du transporteur pouvaient avoir quelques griefs à leur rencontre. Phil tenait la main d'Adenor, et malgré les épais gants de la combinaison, il lui semblait presque sentir sa chaleur. Toujours plus proches l'un de l'autre. Leur couple n'en finissait pas de souder ses liens, étrangers à la durée, aux événements, aux révélations. Il avait failli devenir l'un des rouages de cet univers, puis en fait non. Elle était pourtant restée instinctivement à ses côtés, sans aucune hésitation, un peu comme lui était parti à sa rencontre, alors que tout lui commandait de rester et d'attendre,
lors de la chasse de Benkana au travers de la cité intérieure du transporteur numéro 7. Et que dire de l'attentat dont ils avaient été victimes, quand Fabio était venu à leur rescousse. D'une manière bien à propos rétrospectivement. Certaines choses demandent, on dira, un juste timing, disais-tu. Oui, nous devrons éclaircir certaines choses en temps et en heure. J'ai dit main en l'air. Grogna Carillo sur la fréquence radio. L'appareil se tenait toujours face à eux, pointant son nez comme s'il voulait les intimider. Après tout ce qu'il venait d'apprendre, et même cet effrayant moment où les titans s'étaient mis en colère. Franchement, Carillo, qu'espérais-tu ? Tu n'étais pas venu jusqu'ici pour nous abattre, sûrement pas avec un blanc-seing d'Arlington, même tacite sur notre venue. Non, tu montrais juste combien l'équipage de ton transporteur était en colère d'avoir été tenu à l'écart et mis devant le fait accompli. Bon, allez. À défaut de lever les mains jusqu'à ce que tu nous laisses monter à bord, une petite réponse s'imposait. Capitaine Carillo, ici le lieutenant Feelgood. Nous ne sommes pas armés et nous nous rendons. Permettez que nos mains restent baissées, nous ne représentons aucun danger. Et vous savez aussi bien que moi la gêne du port de ces combinaisons. Affaire conclue ? Aucune réponse. Mais l'appareil commença doucement à se rapprocher de la coque du positron, présentant son flanc et son sas principal. Carillo, au rapport. Comment ça se passe ? La voix surprit le capitaine qui dirigeait la manœuvre au plus juste pour approcher les deux vaisseaux. Proche mais sans toucher, avec une marge de sécurité. C'est un exercice périlleux quand on sait combien, dans l'espace, aucun frottement ne vient ralentir ou arrêter le moindre mouvement. Ils ont l'air de se laisser faire sans résistance, colonel. Nous allons bientôt les accueillir à bord, le peloton est prêt à les mettre en état d'arrestation dès qu'ils mettront... On fera plus tard. Prenez-les et revenez aussi vite que possible. Le senseur commence à afficher des valeurs. Il faut penser à celles qu'on a connues lors de l'ouverture du vortex. Bien reçu. On a combien de temps ? Au mieux, 12 minutes. Ça sera très juste. Dépêchez-vous, on vous prépare le sas d'entrée ici. Transporteur terminé. Carillo ne perdit pas une seconde et envoya le message à tout le monde, profitant de la fréquence d'urgence. Les commandos à l'arrière avaient désormais ordre de faciliter la montée à bord des suspects pour un départ précipité. Le petit groupe dehors pressait le mouvement et on ouvrait déjà le sas latéral. Chaque minute comptait. Carillo surprit alors Magellan qui s'éloignait. Capitaine Magellan, nous n'avons pas de temps à perdre, revenez immédiatement. Phil et Adenor enjambaient le sas. Seul Fabio se retourna. Il ne fit aucun mouvement, mais le gros officier du positron se retourna au loin et leva un bras en guise de salut. Le mental blond resta pensif quelques instants, puis rendit le salut, montant rapidement à bord de la navette à la suite des autres. Capitaine Carillo, je pense que notre vedette n'est pas d'avis de nous suivre. Quoi ? Mais ça fait des centaines d'années qu'il vit seul ici, éloigné de tout. Pas seul, capitaine. Non, loin de là. Ajouta Fabio, alors que le pilote enclenchait les procédures pour prendre de la distance. Par le hublot, on apercevait Magellan tendre les bras à une gracieuse nymphe trapéziste qui traversait la coque pour le rejoindre. Les deux s'enlaçaient tendrement. Non, ils n'étaient pas seuls. Les Titans, leur ancien nom de petits amis translucides ne convenant définitivement plus, y avaient pourvu. Vivre en solitaire avec eux et leur représentation. Cela rappelait d'ailleurs quelque chose au mental. Carillo, dernière estimation, 8 minutes. On se prépare un accostage en catastrophe pour vous. Les filets de sécurité sont en train de monter. Dépêchez-vous. Vas-y. Fusée d'urgence. Enclenchée, colonel. On donne tout ce qu'on a. Le transporteur géant semblait bien loin encore, alors que d'étranges distorsions de sa forme apparaissaient aux abords, et que des éclairs multicolores s'échappaient de plus en plus. On ne va pas y arriver, grogna Phil, serré de sa ceinture et subissant la force de l'accélération, bras dessus-dessous avec Adenor.
Un vent glacial cinglait la peau du lieutenant Ralato, passant au travers des espaces laissés libres malgré l'épaisse tenue. Le souffle était modéré, mais le froid mordant. Un ordonnance se précipita pour l'accueillir, accompagné de 2 gardes, alors que l'orthoptère coupait ses turbines et le pilote commençait le check-up. Tous entrèrent dans l'allée, protégés sous bulle, qui menait à l'entrée principale du camp. Nous étions au nord du nord, à quelques kilomètres de l'extrémité de l'hémisphère. Cette base militaire avait été construite sur une ancienne mine de Talbium 3, abandonnée après quelques années d'exploitation. Au prix des équipements et des conditions de travail des mineurs, elle n'était pas rentable. Surtout lorsqu'on comparait sa production aux tonnes récoltées, chaque heure, dans la nébuleuse de Talbot. Alors une autre utilité lui avait été imaginée, des ouvriers d'un genre différent allaient poursuivre l'exploitation du filon, et les conditions météorologiques atroces allaient en devenir un atout majeur. Un sas s'ouvrit à leur approche et une douce chaleur enveloppa le lieutenant. On le conduisait à l'officier supérieur du camp de reconditionnement d'Asbjörn, à la limite du monde des nordistes. Suite à la chute de la forteresse Castix, certains avaient milité naïvement pour la fin des camps de détention sévères, d'autres en avaient plutôt tiré une leçon. Mieux valait, pour ce genre d'endroit, un lieu éloigné, désertique, à la limite de l'inaccessible. Les nordistes, partie prenante à la Révolution, n'étaient pas spécialement des démocrates convaincus et ils acceptèrent sans difficulté de mettre cette ancienne mine à disposition de l'armée. On ne revient pas de cet endroit vivant, Ralato. C'est le tombeau des prisonniers politiques. Tu me l'as déjà dit. Je peux comprendre que tu n'apprécies pas d'être ici, mais ce n'est pas la raison de notre venue. N'empêche, il faudra un jour fermer définitivement ces lieux d'horreur. Ici, les morts ne croupissent pas. Ils ne se putréfient pas, ils gèlent pour l'éternité. Oui, c'était d'ailleurs exactement l'idée. On pouvait accumuler un charnier de centaines de cadavres à 2 pas, sans la moindre nuisance. Rien que creuser la glace pour concevoir un tombeau prenait plusieurs heures à une équipe armée de pioches chauffantes. Par ailleurs, seuls les orthoptères spécialement conçus ou des navettes spatiales ravitaillaient l'endroit. Un enfer gelé, le purgatoire made in Pophéus. Voilà ce que c'est. Bien sûr, que les autres membres du Conseil de la Révolution ferment les yeux ou que les autorités nordistes gardent le secret absolu sur ce lieu ne compte pas. Sois réaliste, ce genre de zone d'isolement existera toujours, car elle arrange beaucoup de monde. Stuffy, l'ancien collègue, l'aspirant mutualiste dans la tête de Ralato, était fondamentalement un utopiste. Malgré ces mois à cohabiter ensemble dans le même esprit, le lieutenant conservait toujours, lui, son pragmatisme partisan d'une ligne dure. Le résultat était un mental hybride redoutable, étonnamment efficace, juste avec les ennemis, sans pitié avec les ennemis. Il expliqua au colonel, responsable du camp, son désir de rencontrer un certain prisonnier. L'autre fit la moue, ce qui n'augurait rien de bon. Bien que d'un grade supérieur, l'officier n'ignorait pas la place réelle que le lieutenant occupait en pratique dans les forces de sécurité de Materwan, et il hésitait visiblement à donner une mauvaise réponse. Finalement, on le conduisit à l'infirmerie du camp. Dès les premiers coups d'œil, on comprenait que les soins apportés ici visaient plutôt l'accompagnement à la mort que le rétablissement. C'est dans un des lits du fond qu'on leur présenta celui qu'ils cherchaient. Le bonhomme avait manqué la fermeture quotidienne des portes, car sa jambe s'était retrouvée coincée dans une crevasse. De très bonne constitution, il respirait encore quand on l'avait retrouvé le lendemain, enroulé en boule. Il avait creusé le sol de sa pique pour se concevoir un abri de fortune, ce qui l'avait sauvé. Enfin, c'était la version optimiste. Il vivotait maintenant depuis quelques semaines, sans bras ni jambes. Ses fonctions digestives étaient presque toutes définitivement hors d'usage, et on le nourrissait de bouillie, tandis que les tuyaux implantés dans son bas-ventre récupéraient ses quelques excréments. Son visage avait été trop gelé pour que ses muscles s'en remettent, ce qui faisait qu'il ne parlait plus. Sans nez, sans oreille, il se contentait de fixer le plafond de son dernier œil valide. Seule la télépathie allait permettre de communiquer avec lui. Compte tenu des informations à obtenir, c'était plutôt un avantage, et le scientifique, coutumier des manteaux, ne devrait pas être choqué outre mesure. Bonjour, docteur Ebloski. Je suis le lieutenant Ralato. Nous nous connaissions durant la période où vous collaboriez avec le professeur Carmack aux affaires mentales. Vous souvenez-vous de moi ? L'œil de l'autre s'agrandit sous la surprise. Non seulement, il le reconnaissait, mais c'était probablement la première fois où il pouvait discuter avec quelqu'un d'autre depuis un bon moment. Stuffy compatissait sincèrement. Tu sens cette douleur ? Ce type déguste depuis des semaines, en permanence. Et encore, là il est sous sédatif. Le pauvre vieux. Oui, je me rappelle de lui.
Il nous promettait des bandes dessinées si on obtenait de bons résultats, ce que Carmack désapprouvait. Mais il le faisait quand même. C'était une force de la nature, une armoire à glace impressionnante et pleine de vie. À l'époque. Ça l'a desservi. Un type moins costaud il serait resté. Et ça aurait peut-être été mieux pour lui. Mais pas pour nous. Ralato replongea dans l'esprit de l'ancien médecin. Je suis à la recherche du professeur Carmack. Savez-vous le trouver? Ralato, je souffre. Vous m'envoyez navré, docteur. Il se murmure que vous étiez dans la mouvance mutualiste. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous vous êtes retrouvé ici. L'auriez-vous revu là-bas? Carmack est mort. J'ai mal. Tuez-moi. Tuez-moi, Ralato. Silence. Ralato ne s'attendait pas à cette demande de la part du malade, mais du côté de Stuffy, c'était un drame en direct. On en a les moyens, tu le sais. Ensemble, nous pouvons littéralement éteindre ses fonctions cérébrales, et ce type arrêtera de souffrir. Et nos renseignements? Et s'il ne nous donnait pas tout ce que l'on pourrait apprendre? Un scan direct. C'est douloureux, mais s'il accepte, on lui garantit une mort rapide après. Ralato. Le scan mental permettait de connaître tout ce qu'un esprit contenait. Il était également utilisé comme arme pour désarçonner un adversaire ou le rendre temporairement hors d'état, suivant l'intensité qui y était mise. Même sous Boramol, la drogue antimentale, il était difficile de cacher quelque secret que ce soit. Les personnes scannées n'étaient plus en état d'être interrogées après cela, du moins pas avant un bon moment. Docteur Eblowski, vous voulez vraiment mourir? Nous savons tous deux que Carmack est encore en vie. Et si je vous proposais de subir un scan mental en échange d'une mort rapide, vous accepteriez? Oui. Le malheureux avait d'abord subi une rude vie carcérale, et maintenant ses conditions de vie depuis son accident avaient fini par le briser. Il n'avait même pas hésité, hurlant sa pensée plus qu'autre chose. Un espoir de délivrance, voilà ce qu'il quémandait. Bien qu'il ait tout d'abord tenté de maintenir le secret de la survie de Carmack, il accepterait n'importe quoi en échange de l'ultime présent. Il était donc prêt et volontaire. Stuffy et Ralato plongèrent en même temps. En fait, ils n'eurent même pas besoin de recourir à un scan. L'autre ouvrait toutes grandes les portes de son esprit, ne cachant rien. Des zones entières de son esprit étaient effacées, usées par la douleur permanente, par l'horreur de cette nuit dans la glace où sa vie s'accrochait malgré toute logique. Ces diverses amputations, ensuite progressives. À chaque fois que le personnel médical venait le voir, on l'envoyait sur la table d'opération lui ôter un nouveau membre gangréneux. Il avait vécu le calvaire de se sentir diminuer progressivement, rogné par les séquelles sans fin de cette nuit glacée. Plus loin, on retrouvait d'autres souvenirs, antérieurs à son arrivée au camp. Il assistait Carmack chez les mutualistes. Cette fois, il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Il participait aux expériences, supervisait les suivis. Un homme de confiance du savant. Ralato poursuivit ses recherches, découvrant 2 repères secrets de l'organisation, notant au passage quelques codes et un nom. Une empreinte forte qui ne s'était pas usée, quelque chose qui importait beaucoup au sein du mouvement Alpha. Un chef, le chef des mutualistes, l'araignée au centre de la toile. Dans un mouvement cloisonné à la paranoïa, cette information n'avait jamais pu ressortir. Ainsi, les mutualistes avaient un leader. Ralato, viens voir par ici. Stuffy était parti suivre un sentiment de gêne éprouvé par Eblowski en présence de Carmack. Il savait que l'homme était censé être mort d'un cancer, et pourtant, il vivait toujours. Lui seul, le connaissant bien déjà auparavant, avait remarqué cette peau statique, ce regard plus souvent neutre que perçant. Il s'est intéressé à la résurrection de Carmack. Oui, et il l'a suivi. Regarde là, on est où? Attends, c'est plaine, c'est montagne... Non, cela ne me dit rien. Ici, un panneau. Palos Verde. C'est une ville? Un lieu dit? Un gros village peut-être? En tout cas, chaque année le savant y allait. Seul. La dernière fois, Eblowski l'avait suivi là-bas. Mais arrivé au village, il l'avait perdu. L'andouille. Il avait laissé trop de distance de peur d'être vu. Palos Verde, on trouvera. Les souvenirs suivants devenaient des bribes. Seuls survivaient ceux de ses enfants disparus lors de la révolution Castix, de sa femme, morte bien avant dans un accident de voiture, ses parents. Les 2 ressortirent d'un commun accord. Cela faisait maintenant plus de 2 heures qu'il fouillait l'esprit du médecin. Heureusement pour lui qu'il s'était laissé faire. Votre parole.
Ralato hésita. D'autres renseignements pouvaient être encore dissimulés dans un coin ou un autre de l'esprit du mutualiste, et celui-ci avait l'avantage d'être toujours à disposition. On a promis, Ralato. Si tu ne le fais pas, je m'en occuperai seul. Je m'en doute. Je réfléchissais, c'est tout. Soit. Pour ce qu'il a été durant notre adolescence avec Fabio, je peux lui offrir ça. Prends-le comme tu veux. Du moment qu'il ne souffre plus jamais, je pense qu'il se moque éperdument de nos motivations. Le lieutenant approcha ses mains du visage abîmé et les posa de chaque côté des tempes. La respiration du malheureux s'accéléra. Merci. Je vous dois quelques bandes dessinées, Vloski. Vous êtes quelqu'un de bien. Merci. Adieu. Et le lieutenant Ouli focalisa sa pensée sur la centaine de nœuds centraux que comptait l'esprit d'un humain. Stuffy s'occupait de son côté des fonctions fondamentales telles que le battement du cœur, la respiration. Ce qu'il faisait n'avait jamais été réussi par un ou plusieurs manteaux, sinon Fabio, le frère de Ralato. Mais le duo que les deux agents formaient était depuis longtemps au-delà des normes communes. En une poignée de secondes, l'esprit de l'homme fut irrémédiablement éteint. C'était presque comparable à une série de lumières que l'on couperait dans une fête foraine ou une salle de spectacle en fin de représentation. Ralato se redressa et regarda une dernière fois le médecin. Une larme avait perlé de son unique œil valide, dont la pupille ne bougeait plus maintenant. Heureux d'en finir avec tout cela, simplement. Oui, le spectacle est définitivement terminé pour lui. Merci, Ralato. Ce n'est pas exactement recommandé dans les manuels, mais... J'aimais bien ce type, c'est tout. On dira mort lors de l'interrogatoire. Le pire, c'est que personne n'y trouvera à redire. Passons à la suite. Lui n'était que l'assistant. Trouvons le maître maintenant, et cela va passer par un petit village perdu. Palaos Verde. Compléta Stuffy, alors qu'il s'éloignait du lit où gisait désormais un cadavre. En fin de compte, il leur tardait de quitter au plus tôt cet abominable camp d'Astjor. Fabio ouvrit les yeux. À ses côtés, Adenor commençait à bouger, ainsi que quelques-uns des commandos. Le monde tournait encore un peu, mais ils recouvraient tous leurs esprits. Des diodes pulsaient doucement sur quelques consoles dispersées face à eux, et c'était la lumière d'urgence d'un rouge vif qui inondait l'espace arrière de la navette. Rouge vif avec beaucoup d'ombre d'un noir de jet. On était donc revenu dans la dimension originelle. C'était un plaisir de rentrer chez soi. Est-ce que tout le monde va bien ? Demanda une voix un peu chevrotante depuis le poste de pilotage. La tête de Carillo dépassait du fauteuil du copilote, embrassant le groupe des survivants. Fit lui un sursaut. Attention, l'entrée, on va s'écraser! Si les sangles ne l'avaient retenu, il se serait jeté sur les commandes de l'avant. Quelques soldats dissimulèrent mal leur amusement. Même Fabio et Adenor sourirent. C'était moins la réaction du pauvre Phil que le fait qu'il soit toujours en vie qui entraînait cette réjouissance. Nous nous sommes bel et bien écrasés, lieutenant. En tout cas, la vitesse était bien trop grande lorsqu'on a pénétré dans le transporteur. Mais les systèmes de sécurité de la navette et surtout de la zone d'appontage se sont automatiquement activés. On est à 2 mètres du mur, elles ont dû être mises à rude épreuve, mais on s'en est sorti. Bienvenue sur le transporteur numéro 3, messieurs, dames. Un grésillement bien à propos l'interrompit. Le pilote décrocha. Arlington les attendait au centre de commandement. Si c'était possible, je voudrais rester quelques minutes avec Adenor. Nous vous rejoindrons immédiatement après. Devant la réaction des autres, pour ne pas dire la suspicion, il ajouta. S'il vous plaît. Laissez un garde ou deux si vous voulez. Je veux juste régler un petit quelque chose. Ce ne sera pas long. Adenor, acceptes-tu ? Comme l'autre acceptait d'un hochement de tête, Phil insista pour attendre également. Dans un soupir, le capitaine Carillo prévint qu'ils auraient tous quelques minutes de retard.
Bomba Arlington survolait les premiers rapports. En gros, ils étaient bel et bien revenus dans leur dimension. Tous les équipements avaient tenu le choc et les avaries étaient minimes. Ça, c'était les bonnes nouvelles. Alors quelqu'un peut-il me répondre? Je veux savoir où nous sommes. On s'affairait, on comparait les cartes spatiales, on s'interrogeait. Les calculateurs analysaient les positions des étoiles, des nébuleuses, des vents solaires, n'importe quoi qui pût apporter un renseignement. Car s'ils avaient été renvoyés dans la bonne dimension, il eût été trop simple que ce soit dans la passe de Magellan, bien sûr. Et Cario et les autres, je n'avais pas demandé à ceux qu'on nous les amène. Au même moment, la porte principale s'ouvrit et le groupe pénétra dans la salle. Arlington prit sur lui de conserver son flegme légendaire. Cette bande de rebelles lui avait donné beaucoup de sueur froide. Cario, mettez-leur les menottes. Ils sont en état d'arrestation, je vous rappelle. Oui, mon colonel. Garde. Immédiatement, les soldats sortirent les menottes qu'ils avaient préparées pour leur première rencontre autour du positron. Mais l'urgence d'alors avait changé les priorités. Phil et Adenor se laissèrent faire, l'un résigné, l'autre n'appréciant visiblement pas. Ce n'est pas une manière d'accueillir ceux qui vous sont permis de revenir de là-bas, commandant. Déclara la jeune femme sans embâge. Arlington en fut surpris à la fois par le ton que par la forme. Madame Kerishi, je suis ravi d'entendre à nouveau votre voix. On m'avait dit que vos blessures mettaient du temps à cicatriser. Monsieur Fabio, ici présent, y a pourvu. Oui, il avait à se faire pardonner de quelques petites choses. Compléta Phil et tous se retournèrent vers le mental. Une scène assez cocasse se déroulait. Le soldat venait de boucler 2 fois déjà les menottes, mais celle-ci se détachait d'elle-même et tombait par terre. On lui prêtait une nouvelle paire, mais étrangement, elles firent de même. L'intéressé haussait les épaules et se laissait faire, cachant mal son amusement. Un second soldat vint prêter main forte au premier et le comique de la scène dura encore quelques secondes. Arlington s'approcha du mental blond, il n'avait vraiment pas le cœur à rire. Arrêtez ça, immédiatement. Mais colonel, nous ne sommes pas en danger et vous le savez bien. Je peux comprendre que vous soyez irrité. C'est le moins qu'on puisse dire. Savez-vous tenir une parole, monsieur Fabio? Et vous deux également? Tous acquiescèrent. C'est sans doute une des seules choses que je ne crois pas avoir jamais trahi. Ajouta Fabio, lançant une œillade au couple à ses côtés. Ils ne semblaient pas complètement convaincus, mais ne répondirent pas. Alors c'est bon. Je veux que vous restiez à notre disposition en permanence, avec 2 gardes pas loin au cas où. Les rumeurs de votre retour n'ont fait qu'amplifier tous les échos religieux vous concernant, et je n'aime pas ça. Il fit un signe aux gardes qui détachèrent le couple. Devant Adenor, il ajouta. Je pense que vous me comprenez. Tout à fait, colonel, nous resterons sages. N'est-ce pas, mon petit chou? Oui, chérie, nous ferons comme le dit le colonel. Adenor caressa la joue de son amant, puis se toucha la mâchoire en vérifiant la solidité. Oui, elle se souviendrait longtemps que faire confiance à qui que ce soit pouvait être aussi dangereux sur le transporteur qu'avant sur Materwan. Son regard croisa celui de Fabio. Désormais, le jeune homme aussi serait à suivre avec précaution. Le mental décida qu'il était temps de changer de sujet. Colonel Arlington, nous vous écoutons. Alors, où sommes-nous? Car, à vue de nez, ce n'est pas la passe de ce cher regretté capitaine Magellan, n'est-ce pas? Non, en effet, nous cherchons toujours. Lorsque le vortex nous a emportés, nous avions plutôt les yeux rivés sur votre arrivée in extremis. Pensez-vous pouvoir nous fournir quelques indices? Si je peux me rendre utile, ce sera avec plaisir. Laissez-moi réfléchir. Fabio se concentra et cette fois ils apparurent comme avant. Ses petits amis, les titans. Nous étions sortis de la passe et ils avaient délivré leur message. Désormais, ils allaient faire comme si de rien n'était et reprendre leur régulière et sage discipline pour aider le mental. Mais plus jamais il ne jouerait avec eux. Pas après cette lueur malsaine qu'il avait croisée dans les yeux de Monsieur Loyal. Ils n'étaient pas des êtres inoffensifs, mais bel et bien une race puissante, avec un but, des plans précis pour y arriver et un sens de la mise en scène remarquable. Nous sommes de l'autre côté de la passe. En avance sur l'Exode, donc. Mon seul souci, c'est que je ne peux vous dire où dans cet autre côté. Silence. La révélation de Fabio surprit les uns et confirma les craintes des autres. On les avait expédiés quelque part dans l'univers, visiblement dans un lieu où l'homme n'était jamais encore allé et dont aucune carte n'existait. Une alarme retentit dans un coin, coupant court aux questions de tous. Carillo s'approcha de l'opérateur concerné. Mon colonel, un appareil vient d'effectuer une transition à quelques kilomètres devant nous. Des précisions, Carillo, s'il vous plaît. Design inconnu, pas très grand, l'équivalent d'un tonnage de corvette. Propulsion au Thalbium 3, on dirait. Mais le saut dimensionnel qu'il vient d'effectuer est d'une précision et d'une finesse au-delà de nos limites. Attendez, présence d'armes, c'est un vaisseau de guerre. Alerte rouge dans tout le vaisseau. Procédure de protection des civils et que les chasseurs se tiennent prêts au combat. Ne me dis pas qu'après cela, nous sommes encore tombés sur des pirates. Colonel, on reçoit une émission radio sur une fréquence inhabituelle. On vous le passe. Allez-y, envoyez. Quelques grésillements, puis une voix monta dans le centre de commandement. Vaisseau inconnu, ici, patrouilleur de l'Empire, déclinez votre identité, c'est un haut ordre.
Un hochement de tête d'Arlington et le capitaine brancha le micro. Je suis le colonel Mumumba Arlington, commandant du 4e transporteur de l'Exode. Nous sommes placés sous la protection des forces spatiales de la planète Materwan, et nous ne sommes que de passage. Nous n'avons aucune intention belliqueuse. Fabio écoutait les pensées des membres de l'équipage du patrouilleur. Ils étaient plutôt inquiets de voir un vaisseau de 10 fois leur taille apparaître comme par magie au beau milieu de leur zone de surveillance. Vous n'allez pas aimer la suite, je vous préviens. Déclara-t-il simplement. Tous se tournaient vers lui lorsque la radio rugit à nouveau. Transporteur numéro 4 de l'Exode, vous êtes désormais la propriété du grand empire céleste de Ragnval. Tous vos occupants, matériel et carburant doivent nous être livrés. Préparez-vous à être abordés dès maintenant. C'est une blague? Ils veulent nous aborder avec leurs coquilles de noix? Oui, Phil. Mais je serai toi... pardon, colonel. Je serai vous, je ne prendrai pas à la légère leur demande. Expliquez-vous, monsieur Fabio. Qu'avez-vous appris? Que nous sommes tombés sur une civilisation humaine de l'autre côté de la passe. Voilà. Et que lorsqu'ils parlent d'empire, ils ne rigolent absolument pas. Au même moment, plusieurs nouvelles alarmes retentirent un peu partout. Les opérateurs activèrent tous les appareils, réglant les radars et autres senseurs. Mon colonel, flash de transition multiple en 7, 4, 22 et 61. Et il en arrive d'autres. Fabio ajouta, cherchant à trouver ses mots. Ai-je oublié de vous préciser qu'il détestait Materwan? Nouveau flash en 8, 18, 14, La liste égrenée 5, par le capitaine Carillo ne semblait plus vouloir finir. Fin du chapitre 17. Readiness. À suivre. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.